On fait monter tout de suite Maître Laurent Felous, l'invité du jour, avocat en droit du sport, pour parler de plusieurs questions clés, les avocats mandataires sportifs, le Bordeaux-Rodez aussi qui a tant fait parler l'imbroglio, on va savoir, je ne sais pas s'il y a jurisprudence, s'il y a des choses comme ça dont on peut discuter ensemble, et vous lui posez aussi toutes vos questions. Il est là, il se connecte en direct, 10-15 minutes, ensuite on le laisse aller à un rendez-vous déjeuner, et nous, on poursuit l'émission. Tout de suite, l'invité du jour, Maître Laurent Felous. Bonjour, comment ça va ? Bonjour Thibaut, ça va bien toi ? Ouais, super. Merci beaucoup d'être là et répondre à leurs questions. J'en aurais parlé la semaine dernière. On a fait un petit décalage de créneau d'émission, mais on est là. Alors, déjà, avocat en droit du sport, depuis combien de temps? Comment ça se passe? Quel est le propre de ton quotidien? Alors c'est assez vaste. Au cadre du sport, ça touche toutes les composantes de l'activité en fait commune, parce qu'il y a le droit du travail, les joueurs notamment. Il y a l'activité droit en fait, du sport stricto sensu, donc c'est les juridictions sportives. Typiquement l'affaire Bordeaux-Rodez, c'est des juridictions sportives, des commissions fédérales, une justice qui est particulière au sport et qu'il faut bien maîtriser. Mais il y a aussi du droit administratif, puisqu'on va expliquer plus tard que notamment les fédérations dépendent du ministère, notamment des sports. Il y a aussi l'aspect fiscal, l'aspect droit des affaires, comme par exemple les agents qu'on accompagne pour les problématiques avec les clubs. Bref, c'est assez vaste et je vais vraiment évoquer les principaux points, mais il y en a beaucoup également, notamment les aspects de droit à l'image qu'on va peut-être évoquer un peu plus tard. L'idée, c'est de maîtriser beaucoup d'aspects et aussi avoir l'humilité de dire que certains on ne maîtrise pas et donc du coup faire appel à des confrères spécialisés pour essayer d'accompagner au mieux nos clients, sachant qu'il y a aussi une problématique pénale assez fréquente. Je pense notamment aux problématiques aussi liées à l'exercice illicite de l'activité d'agent, qu'on aura peut-être l'occasion d'évoquer également avec l'activité notamment d'avocat mandataire sportif. Bref, c'est assez vaste, c'est intéressant. Au quotidien, l'idée, c'est que j'ai mon cabinet d'avocat. Et à côté de ça, j'ai créé une agence sportive. Donc, l'idée, c'est que je gère les intérêts juridiques des acteurs du sport que j'accompagne, que ce soit des fédérations, des clubs, des joueurs, mais également à côté, j'accompagne des joueurs en tant qu'avocat mandataire sportif. Donc, au même titre, grosso modo, qu'un agent, mais en tant qu'avocat. Donc, ce qui D'accord. apporte nécessairement des changements assez importants. Voilà. D'accord. Alors, Maître Laurent Felous, Oui. dites-nous, parce que la question est souvent revenue dans les commentaires. C'est pour ça que je dis, comme si on était plusieurs à poser la question. Cet imbroglio Bordeaux-Rodez, ce supporter sur le terrain qui moleste, on va pas dire attaque si violemment que ça, mais moleste un joueur de Rodez qui s'écroule, qui, selon deux médecins, aurait eu un protocole donc de commotion, qui n'aurait pas pu reprendre le jeu, match arrêté, et puis finalement, la commission en décide, donc prend sa décision, le match n'est pas rejoué, Rodez est maintenu, Annecy descend, il y a plein donc de choses de gens en colère, et Bordeaux aussi qui voit ça monter, bon ça allait être compliqué, mais ça montait repoussé au moins d'un an. Oui. Comment on peut penser, comment on peut, je sais pas en fait, penser, savoir si c'est la bonne décision qui a été prise, s'il y a des recours qui peuvent être possibles, quand on voit la bouteille d'eau jetée sur Dimitri Payet, un match rejoué à huis clos, en fait, les supporters ne comprennent plus rien. C'est ça la question. Alors, je vais vous rassurer tout de suite, personne ne comprend plus rien. Ah, bah voilà. Non, j'en rajoute un petit peu, je schématise, mais grosso modo, il faut savoir qu'il y a plusieurs principes vraiment importants à maîtriser. Premièrement, c'est que le club qui organise un match est supposé responsable de tous les manquements qu'il pourrait y avoir. Notamment, il a une obligation qu'on appelle de sécurité. Et cette obligation de sécurité, on dit que c'est une obligation de résultat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, s'il n'atteint pas cette obligation, s'il y a le moindre manquement de la sécurité, il verra sa responsabilité engagée. Qu'il soit responsable ou non, s'il a fait quoi que ce soit. Donc en fait, l'idée, c'est que généralement, il y a aussi même des règles par rapport à l'arrêt des matchs, et notamment, je crois que l'article 549 du règlement des compétitions, qui prévoit qu'on peut arrêter le match lorsqu'il s'agit d'incidents graves, mais sans plus de précision sur la qualification d'incident grave. Donc en fait, c'est difficile. Quand est-ce qu'on peut considérer que c'est grave ou non? Ça, là-dessus, c'est problématique. Vous parliez de l'affaire OL-OM, mais en fait, la problématique, on l'a vu, voilà, toute la France l'a vu. Pendant 2 heures, on ne savait pas si le match allait reprendre ou pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a plein d'autorités qui sont finalement en jeu là-dedans. L'un qui prêche pour une personne, l'autre qui prêche pour une autre. Il y a des responsabilités d'un côté comme de l'autre. Donc, c'est un chemin assez chaotique. Donc, l'idée, c'est qu'il faut trouver les meilleures solutions. Mais grosso modo, par rapport à la décision qui a été prise, elle est quand même globalement cohérente par rapport à ce qui se pratique habituellement. Parce qu'il faut rappeler que
par rapport à l'affaire OLOM, l'idée c'est que ce que Lyon avait fait pour diminuer la sanction et avoir un match rejoué, c'est qu'ils avaient réussi à identifier l'individu, ils avaient réussi à faire en sorte qu'il soit pénalisé pénalement notamment, et du coup ils avaient montré en fait bonne patte pour du coup déterminer les responsabilités, de dire que eux avaient fait toutes les démarches nécessaires pour finalement se protéger contre cette agression et contre ce lancer de bouteille. Et c'est d'ailleurs ce qu'a fait Bordeaux. Dans la foulée du match, le communiqué de presse, c'est l'avocat qui l'a rédigé, voilà, que je connais Ouais. très bien. Il a rédigé dans la foulée, il a évoqué exactement toutes les bonnes choses en indiquant, voilà, il y a eu 41 000 personnes qui ont été évacuées dans l'ordre, sans le moindre débordement. Il s'est passé ci, il s'est passé ça. C'est pour rappeler en fait toutes les bonnes choses qui ont été réalisées. Et c'est en fonction du coup de tous ces tenants aboutissants, donc des bonnes et des moins bonnes choses, que la commission va se fonder et va statuer sur du coup les décisions qui vont être prises. Mais il faut Et savoir alors, que cette décision, elle est à la liberté du coup d'appréciation des membres de la commission. le match à Lyon, le match à Nice, Nice-Marseille aussi, mais Ouais. quelles sont les réelles différences pour du coup, des décisions différentes? Puisque là, on voit Bordeaux qui est sanctionné et qui semble avoir pris quand même la mesure du problème au moment de la soirée. Et ça s'est bien passé en plus, comme on le dit, l'évacuation, etc. Mhm. Sur d'autres matchs de Ligue 1, cette fois, avec des incidents tout aussi graves, voire Ouais. plus, on se pose la question, on a vu d'autres décisions. Donc c'est là que ça laisse place, et moi je le vois dans les commentaires tous les jours dans les émissions, à on est favorisé, on est défavorisé, ah, c'est contre l'OM, c'est contre Lyon, c'est contre ci et ça. Vous voyez? Il faut savoir que voilà, dans tous les cas, en France, on est à 65-70 millions de sélectionneurs. On le sait tous. Donc déjà, Ouais. premièrement, c'est pas évident. Voilà. Ensuite, je vois un commentaire avec le dommage collatéral qui est Annecy. C'est un point qu'on pourra aborder parce que c'est une question aussi juridique qui est très intéressante. Mais par rapport à ce que vous évoquiez, c'est vrai que le sujet, il est vaste. Les membres de la commission, en fait, ils vont se fonder sur beaucoup d'éléments. Et ce qui est certain, c'est que chaque cas de figure est différent. Le lancer de bouteille, c'est pas la même chose qu'un spectateur qui rentre sur le terrain et qui va agresser un joueur. Ah, ok. Nice-Marseille, c'est différent, vous voyez. Donc, il y a vraiment au niveau de la sécurité on va dire des choses qui sont vraiment radicalement différentes. Et forcément, si c'est différent, le traitement va être différent et donc la sanction va être plus importante. Et avant de Deuxième parler chose, il y a allez-y. aussi éventuellement l'intériorité. Vous voyez, si le club est historiquement connu pour respecter, etc., notamment les règles relatives à la sécurité, ou à l'inverse, si finalement le club a déjà été sanctionné, forcément, la sanction va être plus ou moins importante. Et c'est là où je pense que Bordeaux a des chances devant le CNOSF parce qu'ils n'ont pas forcément un historique très important en la matière. Maintenant, et ça, je vais venir là-dessus, après je vous laisse rebondir, c'est que Bordeaux, en fait, a demandé un avis consultatif au CNOSF, qui est le Comité national olympique. Donc cet avis n'a aucune force auprès de la Ligue. La Ligue, si elle souhaite, ils peuvent dire, bah, tant pis, en fait. Ah oui, Voilà, c'est bien beau, on est content de votre avis, mais nous, ça ne nous intéresse pas, on n'est pas d'accord. Donc, ils peuvent d'accord. très bien le faire. Et là, C'est du coup, ils devraient recommencer une nouvelle commission. Comment? C'est de l'image en fait. Ça montre juste que si jamais le CONSF est pro Bordeaux, ils diront juste regardez, on a un soutien, c'est tout. C'est l'image, mais en fait, l'idée, c'est de forcer la main très rapidement à la Ligue. Parce qu'en fait, s'ils n'avaient pas fait ça, ils auraient dû aller d'abord devant la commission d'appel et ensuite devant le CNOSF. Là, Hmm. ils sont tout de suite allés devant le CNOSF dans le cadre d'un avis en disant on gagne du temps parce qu'on gagne peut-être 2-3 semaines. 2-3 semaines à ce stade, c'est très important. Et si le CNOSF rend cet avis, ah bah, la LFP va se dire peut-être que médiatiquement, ne pas suivre cet avis, ça n'a pas forcément du meilleur effet. Donc stratégiquement, c'est très rondement mené. Alors, il y a toujours plus de gens malins dans les stades. Et là, on a un commentaire de Maxwell qui nous dit qu'est-ce qui m'empêche de me faire passer pour un supporter adverse pour avantager mon équipe? C'est-à-dire que donc je vais attaquer ma propre équipe ou quelque chose comme ça. Donc là, C'est malin. Ou vicieux, c'est selon comment ouais. on réfléchit. Mais en tout état de cause, il y a une enquête qui va être menée. Donc là, l'enquête aussi, c'est une enquête qui est pénale. Après, je vous invite pas à le faire parce que la personne doit être pénalement réprimée. Si vous voulez avoir un casier judiciaire, bah, c'est compliqué. Si vous souhaitez retourner au stade à l'avenir, bah, c'est fini pour plusieurs années. Donc quand même, voilà, vous avez sollicité et aidé votre équipe pendant quelques minutes, mais derrière, vous avez pu pouvoir l'avoir pendant plusieurs années. Ouais, Donc ok. ça, c'est Ça va se problématique. savoir. Ça va se Et savoir. pénalement, voilà, pour votre activité professionnelle, parfois, on demande votre casier judiciaire. Donc, si vous avez un casier judiciaire, bon, c'est problématique. Et dernière chose, là, on est dans la problématique devant la justice fédérale,
mais après, derrière, on va potentiellement aller devant le tribunal administratif, et d'ici là, il y aura une procédure pénale avec une enquête. Et D'accord. l'enquête pénale, elle aura le temps de voir que M. Côme est forcément, du coup, Ouais. supporter de telle ou telle équipe. Donc voilà, niveau de l'image, c'est un peu moyen, on va dire. Très bien. Alors, on rebondit juste sur Annecy, puis on fait un point sur les avocats mandataires sportifs, Mhm. parce que d'ailleurs, il y a des agents qui m'ont dit cet été, c'est la folie sur le mercato, parce qu'à partir du mois d'octobre, la FIFA a statué, ça y est, et ça arrive, les commissions passent de 10% à 3% sur les Mhm. salaires des joueurs, et donc les agents vont vouloir faire le plus de transferts possible cet été, parce que les commissions sont beaucoup plus libres que dans 6 mois. Donc, on va parler de ces avocats mandataires sportifs. Juste avant, la position d'Annecy, dommage collatéral, on en parlait dans un instant. On nous dit, est-ce que Annecy, ce ne sont pas les grands perdants? Pourquoi ne pas refaire un match entre Annecy et Rodez? Bon, ça, c'est impossible dans les lois. On n'a pas le droit de recréer un match spécifique pour le maintien. Pourquoi pénaliser Annecy? Enfin, alors, la situation d'Annecy, elle, c'est laquelle? En fait, la situation ici, elle est particulière parce que, in fine, ils sont que tiers à la situation de Bordeaux et Rodez. C'est Bordeaux et Rodez qui sont partis à la procédure et Annecy est tiers et ils vont finalement subir les conséquences de ce match entre Bordeaux et Rodez. Et d'un point de vue juridique, il y a eu beaucoup d'affaires similaires. J'ai moi-même eu l'occasion de traiter des dossiers de cette nature. Et en fait, l'idée, c'est que la jurisprudence, elle est assez stricte. Au départ, elle refusait même de traiter les dossiers des clubs tiers. Donc, le CNOSF, si un club tiers tel qu'Annecy allait devant CNOSF en disant écoutez, on conteste le match pour tel et tel fondement, tel ou tel moyen, tel ou tel argument, CNOSF disait non, vous êtes tiers, vous n'êtes pas recevable. Vous n'avez pas ce qu'on appelle d'intérêt à agir. Donc, c'est assez dur comme position parce que bon, l'intérêt à agir, il est fort. On perd quand même une place en Ligue 2. Donc, il y Ouais, a eu une modification au fur et à mesure et la jurisprudence, notamment le tribunal administratif, a considéré que le club tiers pourrait être éventuellement recevable si tant est qu'il a un intérêt direct et personnel. Imaginons si, par exemple, il y a une conséquence directe du fait du match entre deux équipes qui se sont affrontées. Donc d'accord. ça a été fait notamment en 2020. Maintenant, là-dessus, il y avait un gros débat entre avocats, même en tant qu'auteur de droit, donc je ne vais pas vous fatiguer sur ces considérations juridiques, mais même entre avocats, on n'est pas d'accord sur ce sujet. Le fait est que il est possible que Annecy puisse agir, mais avec potentiellement des problématiques liées à cette recevabilité, parce que la jurisprudence, elle n'est pas très claire en la matière, et il est probable qu'il se fasse rejeter sur ce seul fondement de l'intérêt à agir. Voilà. Donc, du coup, il y a un vrai sujet, il y a une problématique qu'il va falloir essayer de résoudre. D'accord. Alors, on avait encore une petite question sur le sujet. J'avais vu un message, j'ai essayé de le retrouver. Si, quand un joueur est agressé comme ça par une bouteille ou sur un terrain, si lui réagit, si le joueur réplique à l'agression, est-ce que lui, du coup, il devient fautif? Comment ça se passe, dit Tout à Quentin. fait. Tout à fait. Tout à fait. Dans tous les cas, certes, il y aura des circonstances qui seront différentes, mais à partir du moment où lui-même. Non. Oui, c'est ça. Chez vous. D'accord. Alors, si il y a éventuellement du coup un appel qui, ça a sonné. Ah, Donc, ok. dans tous les cas, à partir du moment où vous répondez, vous répliquez à une agression d'un autre joueur, d'accord, il faut savoir que vous êtes vous-même fautif d'un manquement aux lois du jeu. Donc, nécessairement, peut-être que la sanction sera moindre parce que vous avez répondu, mais le joueur, dans tous les cas, risquera également une suspension. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est produit à de nombreuses reprises. Très bien. Alors, on parlait il y a un instant, là, c'est important, des avocats mandataires sportifs. Mhm. Qu'en est-il de la situation, la légalité, les changements qui arrivent? On peut se faire un petit point là-dessus pour terminer ton intervention. Ah, c'est un sujet qui est vaste, qui fait appel à beaucoup de commentaires plus ou moins justifiés, plus ou moins bons, plus ou moins déformés aussi, volontairement ou non, ça c'est un autre sujet. Il faut dire que au départ, on a un statut qui a été créé par une loi. Donc la loi, comme on le sait, c'est quand même une norme qui est importante, qui est juste derrière la Constitution. Et l'idée, c'est que cette loi-là a prévu pour un avocat la possibilité d'exercer en tant qu'avocat mandataire sportif. Ça date D'accord. depuis 2011. Donc en fait, on est en droit de représenter un joueur, un entraîneur ou un club, tout simplement. Donc on peut exercer à ce titre-là, mettre en relation aussi depuis 2015-2016, ça a été reconnu, etc. Et ensuite, il y a eu une saga judiciaire sur laquelle je ne vais pas m'étendre parce que c'est assez complexe. Mais l'idée, c'est qu'à la fin, on a eu une cour de cassation, donc un arrêt d'une juridiction qui est forcément inférieure à la loi, donc un juge qui est venu dire que l'avocat ne pourrait pas mettre en relation un club avec un joueur. Donc ce qu'il dit seulement, c'est qu'il n'a pas le droit de mettre en relation. Il n'a pas dit pour autant que l'avocat n'a pas le droit
d'exercer en tant que mandataire sportif. Parce qu'au quotidien, j'accompagne de nombreux joueurs, j'accompagne des clubs, des entraîneurs, il n'y a jamais eu le moins de problèmes. D'accord? Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, il faut savoir une chose, c'est que l'avocat n'a pas vocation à être agent sportif. D'ailleurs, pour ma part, j'accompagne moi-même plusieurs agents. Je travaille souvent avec des agents dans des opérations. Donc, Complémentaire. voilà, tout à fait. Donc, dans tous les cas, on est dans une logique de synergie plutôt que d'opposition. D'accord. Maintenant, voilà, il faut savoir que certains agents ont tendance à vouloir euh, lire la décision différemment et à faire croire que l'avocat n'est plus en mesure d'être mandataire sportif, ce qui est totalement faux. Au quotidien, on le fait. J'ai énormément d'amis, que tu connais d'ailleurs très bien, j'imagine, en tant qu'avocat ou non, qui exercent en la matière. Au quotidien, les clubs n'ont rien à redire. L'idée, c'est qu'il faut comprendre, un avocat peut toujours exercer en tant que mandataire sportif, accompagner des joueurs, accompagner des clubs, et il peut même le faire de manière beaucoup plus juridiquement protégée pour leurs intérêts. Donc ça, c'est un point qui est très important que je voulais rappeler, et C'est un merci bon. de me donner l'occasion de le faire dans le cadre de cette très belle émission. Juste pour terminer la micro-question, parce que Melka Kaldi l'a posé, il y a Nighter of Mars aussi, on est sur TikTok, sans les images, avec l'audio. Un avocat de ton type peut-il intervenir dans la vente d'un club? Comment ça se passe? Tout à fait. Alors, tout à fait. La vente d'un club, c'est assez particulier parce qu'il y a la phase pré-contractuelle et la phase post au niveau des négociations. Mais au départ, il y a un mandat club qui est demandé, notamment au niveau des négociations, avec ce qu'on appelle un NDA, donc c'est un accord de confidentialité. Dans ce cas de figure, on va prendre les informations à droite et à gauche selon qu'on présente le club vendeur ou la personne qui va être acquéreur. Donc, du coup, on va intervenir dans cette démarche-là. On va voir si les positions sont potentiellement susceptibles d'être rapprochées et si les intérêts sont suffisamment proches. Là, dans ce cas de figure, on va intervenir pour notamment rédiger, voir quelles sont les conditions financières, forcément. C'est quand même là où le bas blesse souvent. Et ensuite, derrière, une fois que c'est OK, rédiger l'acte notamment de closing, qu'on appelle ainsi, et qui Ouais. va déterminer les conditions dans lesquelles l'acquéreur va finalement racheter soit la totalité, soit une partie, ce qui se fait souvent aussi du club. Majoritaire en effet, et c'est à ce moment-là que la presse souvent est mise au courant et que ça part auprès des supporters et dans tous les sens. Tout à fait. Merci maître Laurent Fellous. Il y a notre ami et camarade de teamfootball.fr qui est dans la room qui nous dit juste un petit scoop mercato, puisque vous bossez dans le domaine du foot, ils sont toujours, c'est ce qu'ils préfèrent, le mercato. Donc il n'y a pas un petit truc là? J'imagine. Alors moi, pour ma part, en tant qu'avocat, c'est plus compliqué parce que voilà, un agent, il n'a pas forcément la même déontologie. Nous, on a quand même une obligation de confidentialité en tant qu'avocat. Donc là-dessus, je ne peux pas trop. Sinon, en direct, alors me rappelle tout de suite. Ouais. Et on va éviter les problèmes. On va éviter si possible. Merci, ce serait gentil. Mais voilà, à l'avenir, voilà, pour des informations juridiques, avec grand, grand plaisir. Mais vous suivez Merci aussi le pour cette mercato. belle émission encore. Vous suivez aussi le mercato. Ça vous plaît Tout à en fait, tant bah, obligé, je suis obligé de le faire. Et d'ailleurs, l'idée, c'est peut-être de parler une autre fois de la question de la réforme des agents, parce que Ouais. c'est un gros sujet. Il faut savoir que même cette réforme-là, on n'est pas sûr qu'elle soit applicable en France. Voilà. Et il faut savoir que les avocats mandataires sportifs ne Ah sont oui. pas forcément du coup soumis à cette loi. Donc du coup, eux pourraient percevoir 10%, là où les agents ne pourraient pas. Voilà. Alors, ça va Donc faire c'est un énormément sujet. parler en Voilà. France au mois d'octobre quand ce sera mis justement sous les yeux de tout le monde. Mais nous, on se reverra avant, j'espère, pour en parler et parler d'autres thèmes aussi autour du foot, comme ces actualités d'aujourd'hui. Avec grand Avec plaisir. plaisir. Avec plaisir. Merci Et bon, beaucoup, Thibaut. merci beaucoup, c'était chouette et à très vite. À très vite, à bientôt. Au revoir. Maître Laurent Fellous, avocat en droit du sport, qui était l'invité du Dash Foot aujourd'hui. On en a, comme d'habitude, très souvent des invités. Merci Didlek, nouvel invité du Dash Foot d'ailleurs, dans les commentaires sur TikTok. On va continuer et poursuivre l'émission que vous avez ici présentée. On avait l'invité du jour, Maître Laurent Fellous. On avait Marcelino qui arrive à Marseille, qui se présente aux supporters via une petite vidéo. Merci Régis également pour ton abonnement. Pour monter, vous le savez, comme d'habitude, vous avez un lien que je poste dans la room, qui est sur Twitch. Vous montez en visio. Obligé, les amis. Merci d'être venus aussi nombreux. Merci de vous être régalés. Merci aux nouveaux subs aussi de Gargantua 29. Ça mérite. Je t'ai pas vu passer ton sub à Gargantua 29. Alors ton sub mérite lui aussi un petit félicitations version courte. Félicitations. C'est incroyable, hein? Félicitations. Félicitations, it's incredible. Merci à toi, merci à tous ceux qui sont venus aujourd'hui. C'était le Dash Foot, on se retrouve demain, 12h30, 14h. J'ai balancé le programme, de la semaine sur mes différents réseaux en story. Et donc, on se donnera rendez-vous aussi vendredi, 12h30, 14h. Mercredi, journée d'écriture. Jeudi, journée à Clairefontaine. Voilà, les amis, merci d'avoir été là.
Merci pour tout. Merci à tous ceux qui sont intervenus. 3, 4, 5 peut-être aujourd'hui, je ne sais plus. Intervenus en direct. Le kiff d'être en visio avec vous, toujours plus. Fidelity Station, ça c'est le mot du jour. Et nous, on se dit à demain avec toujours plus d'infos. Ça, on va se régaler. Encore une fois, entre passionnés, bien sûr. Bye bye.